ce livre que j'ai cité il y a 3 ans déjà, cadeau d'un ami qui, au début, me dit, mais Carlo, tu es devenu complotiste, qu'est-ce que tu fais? Tu as pété les plans. Mais bon, voilà, je te fais cadeau d'un livre qui peut peut-être t'aider et peut te porter des infos. Alors, je vous le rappelle, pour celles et ceux qui ne le savent pas, et pour les nouveaux arrivants, il y en a certains qui sont maintenant des vieux de la vieille, qui sont là depuis longtemps, que je reconnais, eh bien, beaucoup qui ne sont de nouveaux. Ce livre, Comment sera le monde en 2025, c'est le nouveau rapport de la CIA, qui est un livre qui est édité par Robert Laffont avec la préface de Alexandre Adler. Et ça concerne, ce livre a été écrit, je vous donne la date exacte, a été imprimé, pardon, en 2009. 2009, vous regardez la date, 2009. OK? Qu'est-ce qu'il disait ce livre en 2009 et nous sommes aujourd'hui en 2023? Le déclenchement possible d'une pandémie mondiale. L'apparition d'une nouvelle maladie respiratoire humaine, virulente, extrêmement contagieuse, pour laquelle il n'existe pas de traitement adéquat, pourrait déclencher une pandémie mondiale. Si une telle maladie apparaît d'ici à 2025, des tensions et des conflits internes ou transfrontaliers ne manqueront pas d'éclater. Je vous le dis calmement pour que vous puissiez vraiment, vraiment apprécier quelque chose qui est écrit en 2009, les amis. Oui, Josiane, oui, Dias, oui, Sylviane, ce sont des mots écrits en 2009. L'apparition d'une pandémie dépend de la mutation génétique naturelle, de la récombinaison des souches virales déjà en circulation ou encore de l'irruption d'un nouveau facteur pathogène dans la population humaine. Les experts voient dans les souches hautement pathogènes de la grippe aviaire, telles que l'H5N1, des candidats probables à ce type de transformation, mais d'autres agents pathogènes, comme le coronavirus du SRAS et des diverses souches de la grippe, auraient les mêmes propriétés. C'est incroyable. Ça fait venir la chair de poule. Si une maladie pandémique se déclare, ce sera sans doute dans une zone à forte densité de population, de grande proximité entre humains et animaux. Si une maladie pandémique se déclare, ce sera sans doute dans une zone de forte densité de population, comme il existe en Chine ou dans le sud-est asiatique, où les populations vivent au contact du bétail. Des pratiques d'élevage non réglementées favoriseraient la circulation d'un virus comme le H5N1 parmi les populations animales, augmentant les chances de mutation d'une souche susceptible de provoquer une pandémie. Pour se propager rapidement, il suffit que la maladie apparaisse dans des régions à forte densité humaine. Je m'arrête là sur la lecture, sur le nouveau rapport CIA, Comment sera le monde. Pourquoi je m'arrête là? Parce qu'effectivement, la situation que nous allons traiter ce soir est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que je me suis attaché à la naissance du Covid très, très tôt. Et j'ai eu la chance d'avoir aussi, dans mon cabinet, avec Pierre Banerias, et j'ai la vidéo, mais le médecin chercheur à l'INSERM a refusé la publication que Pierre Banerias voulait faire dans un film, mais cette personne a été menacée par la famille, cette personne a eu peur, et c'est une des personnes que, en janvier 2021, avait enregistré pendant décembre 2020, des éléments qui corroborent les problématiques posées par le SARS-CoV-2, par ce virus tel que on nous le raconte. Alors, dans l'histoire que nous partons, nous sommes en 2020, nous sommes au mois de février 2020, le 3 février, paraît un article dans la revue, dans le Lancet, dans lequel, effectivement, il y a une personne
très importante, très influente, qui s'appelle Zheng Shili, qui est qui était la directrice du laboratoire, ce qui s'appelle Zheng Lishi, pardon, le 3 février 2020, va faire un rapport qui va être publié et qui va servir comme base à tout le monde. Je l'ai ici, il est imprimé, base à tout le monde dans lequel on va effectivement considérer qu'elle vient de nous donner la clé de voûte, la clé de lecture de ce qui s'est passé. C'était le 3 février. Zheng Shili va nous dire, en bref, le rapport est ici, voilà, Zheng Lishi, pardon, vous l'avez ici, Zheng Lishi. Ça, c'est le rapport qui est paru le 3 février 2020, rédigé en janvier, dans lequel Zheng Shili va nous dire que, en principe, le SARS-CoV-2 est le fruit d'une relation intervenue entre une chauve-souris, un pangolin, pas un pangolin, un pangolin, et que dans le cadre de cette liaison, il se serait formé effectivement ce SARS-CoV-2 qui est un virus pathogène hautement plus important que le SARS-CoV-1. Pourquoi? Parce que, effectivement, à la différence du SARS-CoV-1, il a ce qu'on appelle un gain de fonction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez ici, je vous le mets devant la vidéo, vous avez ici, plus haut, vous avez la neuropiline 1, qui est celle du SARS-CoV-1, et vous avez la C2. La C2 qui est le deuxième récepteur qui permet effectivement au virus de pénétrer. Alors, Zhang, qu'est-ce qu'il dit? Elle dit de manière très claire et très simple, j'ai examiné tout et c'est merveilleux, j'ai trouvé effectivement la protéine, les aminoacides qui correspondent dans le système de séquençage à ce qu'on peut appeler aujourd'hui le SARS-CoV-2. Et elle dit, s'appelle la TGA13. Ça veut dire quoi? C'est une séquence ERA TG13 qui va donner naissance au SARS-CoV-2 pour elle. Et elle fait ce qu'on appelle une explication en utilisant la zoonose comme un explicatif pour dire que la mutation et l'échange entre animaux a créé, et la preuve la rapporte en disant, j'ai trouvé quelque chose qui correspond pas à 100%, on est à 78%, etc. Mais je peux vous dire que c'est ça. Ça me permet de donner cette explication. Et alors, tout le monde tombe dans ce panneau et tout le monde, effectivement, adhère. Alors, effectivement, dès qu'on commence, certains, à exprimer de doutes en disant, voilà, il y a des recherches qui se font dans les labos, l'Amérique a suspendu 2015, comment se fait-il que Wuhan, ce laboratoire P4, est devenu un peu le fourre-tout de toutes les recherches, il reçoit des financements de la France, il reçoit des financements des fondations, etc. Comment se fait-il? Et toutes ces questions, Étienne Descoulis les pose, qui donne à réfléchir sur ce qui va se passer dans notre réflexion. Et là, il y a quelque chose qui va se passer en disant, ce n'est pas possible. Parce que, à un moment donné, on ne trouvant que 78% d'éléments comparatifs entre le séquençage qui est fait du génome du SARS-CoV-2 et le séquençage qui est fait de la chauve-souris qu'on a trouvé dans la caverne de Wuhan, et conclure que c'est la zoonose qui a permis la naissance du SARS-CoV-2, c'est aller un peu vite en besogne. Et vous avez 6 mois après, mois de février, 6 mois après, nous sommes au mois de septembre, octobre, une autre chercheuse située à Hong Kong, protégée aujourd'hui aux États-Unis, qui fait un rapport et qui conteste la pertinence des conclusions de Zheng Lishi. S'appelle Li Menyang. Li Menyang, c'est quelqu'un qui connaît très bien le mécanisme de recherche biologique et notamment aussi des armes biologiques parce qu'elle connaît très bien le fonctionnement
de l'armée chinoise. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un rapport disant, attends, il y a un problème. Il y a quelque chose qui manque dans la corrélation technique de Jing Lishi, le fait qu'il manque un aminoacide ou quelque chose qui nous explique cette puissance qui amène à des gains de fonction et qui ne correspond pas du tout à l'ERA TG13, c'est-à-dire la furine. Et elle dit, moi, en 6 mois, je vous produis le SRAS-CoV-2 en laboratoire parce que c'est un mécanisme simplement de superposition de certains aminoacides qui permettent effectivement de transformer le SRAS-CoV-1 qui est opéré sur la neuropiline 1 et de rajouter le AC2 qui effectivement est un mécanisme qui permet d'augmenter en puissance. On parle de 8000 à 80 000, c'est-à-dire 10 000 fois plus de puissance de transmission virale et de pénétration de la cellule par le virus.